Je vais appeler sur scène Nicolas Houdoff. Ça va, Nicolas? On va parler avec vous, évidemment, de votre innovation, et s'il en est, en tout cas, de votre superbe idée. Elle est naturellement isolante, performante, confortable, résistante et durable. Je veux parler de la paille. La paille est un des matériaux biosourcés, aux valeurs indéniables. Et vous, Nicolas Houdoff, vous allez nous démontrer comment donc la botte de paille 22 par 22 cm, c'est bien ça, que l'on trouve dans nos champs, etc. Vous avez véritablement pris cette botte de paille pour en faire donc un isolant totalement adapté qui répond aux besoins de la construction comme de la rénovation. Vous êtes là, vous êtes loin d'être un homme de paille. Mais où est la paille? Est-ce qu'on peut m'apporter la paille sur le plateau? Voilà. On va être en démonstration réelle. Voilà, donc on va arriver avec cette paille. Vous allez nous expliquer, et là on n'est plus dans le... Je rappelle quand même que les startups se sont présentées à chaque fois avec 5 à 7 minutes, c'est assez rapide. Et là, nous prenons le temps de vous expliquer comment ça fonctionne, et on aura un échange avec Nicolas. Voilà. On installe notre paille. Ouais, comme ça, on est sur bien le rangé plateau. Voilà. La caméra en ligne. Ça va pour Laura? Impeccable, tout va bien. Oui, top. Oui, dites-moi, Merci Nicolas. pour cette introduction. Et ben voilà, je pense que tu vas revenir vers moi après avec des je questions. reviendrai exactement vers toi après ta présentation telle qu'elle a été approuvée et jugée par le jury, et en tout cas récompensée. Voilà. Tout d'abord, merci d'être là. Merci à Cirque de m'avoir donné le premier prix. Donc je suis très heureux d'être là, de pouvoir vous le présenter. J'étais là pendant 3 jours. Ça a été 3 jours très intenses. On a rencontré beaucoup de monde. Et enfin voilà, j'espère être là dans 2 ans pour vous proposer ça avec mon propre stand. Donc la botte de 22, c'est à la fois quelque chose d'ancestral, à la fois innovant. Ce que j'apporte aujourd'hui, c'est une innovation de format, une innovation qui permet aussi sa logistique plus simplifiée pour entrer dans de nouveaux chantiers là où on ne l'utilisait pas avant, et du coup de permettre de former les gens à son utilisation. Donc une des premières étapes, ça a été d'industrialiser ce processus. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et d'où est-ce qu'on vient en fait? La construction en paille est née il y a une centaine d'années en France par une maison emblématique qui est toujours présente à Montargis, qui a été construite par un ingénieur qui s'appelle Monsieur Feuillette, et on lui a donné ce même nom à cette maison. Et on fête ses 100 ans aujourd'hui. Il se trouve que cette maison, du coup, c'est le siège du Centre national de la construction en paille. C'est un endroit qui fédère et qui sert d'espace de formation pour permettre des gens de se l'approprier comme isolant. La botte de paille, à la base, c'est un matériau agricole. Donc on s'en sert sous forme de botte. C'est quelque chose qu'on ramasse sur champ. Et un peu comme sur cette image, à la base, c'est quand même quelque chose où on va rentrer en contact avec l'agriculteur local, lui demander qu'est-ce qu'il a de disponible, et on va le faire livrer sur notre chantier. Ces gens, à la base, ils se sont fédérés, et ils ont fait le réseau français de la construction en paille. Et c'est un réseau qui est très dynamique, avec un réseau de formateurs qui, depuis 10 ans, apprennent aux personnes intéressées, type architectes, charpentiers, aussi prescripteurs, aux règles professionnelles de la construction en paille. Mais on peut aussi faire de la construction hors site, et du coup utiliser cette botte en atelier, sans prendre l'eau, les aléas climatiques, sans avoir cette contrainte, et du coup de permettre des murs qui sont préfabriqués en atelier, de les remplir au sec, et ensuite de livrer ces murs sur chantier pour faire des bâtiments. Donc là, vous avez un exemple de palette que j'ai livrée pour un chantier au nord de la Mayenne, avec une entreprise locale qui a mis en œuvre. Dans les autres exemples de projets qui ont été faits avec mes bottes de paille récentes, c'est le Collège de Blois. C'est un groupe scolaire qui a été fait avec 1500 m² de murs que j'ai eu la chance de livrer. Et tout ça s'est fait de manière assez naturelle, où le charpentier est venu me voir, a compris ma solution et l'a simplement appliquée pour gagner
en temps, en logistique sur son chantier. Qui est-ce que je suis? En fait, je suis à la base un ingénieur. Je suis arrivé à cette idée-là, notamment parce que la thermique du bâtiment, ça m'a toujours intéressé. J'ai commencé avec la structure, mais en fait, j'ai vite remarqué que l'isolation des bâtiments, c'est quand même le défi de la décennie, comme Novabile, comme Cirque, comme le salon le présente. Et une des façons les plus simples d'arriver à isoler les bâtiments de demain en stockant du carbone, c'est effectivement d'utiliser de la paille, notamment parce que durant sa pousse, on stocke du carbone naturellement et ça reste dans les murs durablement pour économiser de l'énergie des bâtiments. 10 ans, dans mon parcours, j'ai mis 10 ans où à la fois j'étais poseur et à la fin j'ai changé de voie et je suis arrivé à Angers où j'ai dû changer de projet. Et c'est comme ça que l'innovation vient à vous aujourd'hui. Ça consiste notamment à retransformer de la botte de paille qui est conditionnée en grosse dimension. Et donc j'ai installé une unité de production dans une ancienne briqueterie dans le Maine-et-Loire. Et cette usine, en fait, ça consiste à faire venir de la botte en grande dimension, c'est-à-dire sous forme ronde ou grosse rectangulaire, décompacter, de la recompacter au format qui convient aux charpentiers poseurs. Donc là, vous avez un exemple de départ avant que le semi-remorque arrive. Et donc ça arrive aussi bien chez le charpentier qui pourra isoler avec des palettes directement en atelier. Donc il faut qu'il fasse beau, c'est toujours très important. Dans les exemples de chantier j'ai des photos sympas d'une tiny house qui a été faite avec des bottes de 22, qui a été isolée dans la toiture. Donc il faut savoir que la botte de paille, c'est un matériau dense et c'est ce qui fait sa qualité aussi en confort d'été. C'est pour ça qu'elle est vraiment adorée par les autoconstructeurs. On peut se permettre d'enduire en terre dessus avec du plâtre ou de la chaux, aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur. Et du coup, ça c'est un charpentier qui à la base faisait des maisons et connaît toutes ces qualités-là et voulait se l'appliquer sur sa maison personnelle roulante. Voilà. Et une des particularités que j'apporte avec cette botte de 22, c'est qu'on peut la pousser sur la rénovation thermique du bâtiment en isolant thermiquement par l'extérieur en botte de paille. Et donc ça, c'est une chose qui a un fort potentiel dans les années à venir. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. J'aurais dû avoir un architecte qui fait cette expérimentation en ce moment à Paris, qui croule sous le travail et ne pourra pas le présenter, donc je vais le faire à sa place. En quelques slides, je vais vous présenter une façon de faire. Il faut savoir qu'à Paris, il y a un énorme enjeu patrimonial au niveau des façades qui doivent être isolées par l'extérieur. Et il y a des bailleurs, des promoteurs qui ont un besoin d'avoir des matériaux biosourcés et préfabricables à amener sur chantier. Donc cette botte de paille, je l'ai créée il y a 1 an. J'ai soumis ma botte de paille au concours il y a 1 an. Donc en gros, là, ce que je vous fais comme retour d'expérience, les photos que je vous montre aujourd'hui, c'est des choses qui ils se sont faites sur ce temps court. Donc là, on a un petit système d'accroche. C'est à peu près de là où ça part. Il y a cet architecte, il est à la recherche de chercher à isoler avec une botte de paille contre un mur et de s'en servir comme support d'enduit directement sans avoir une structure bois qui l'entoure. Voilà. Donc ça, c'est son concept de base, c'est qu'il veut se servir un peu de la paille comme support d'enduit sans rajouter d'éléments structurels en plus que la paille. Donc ça part de système d'ancrage sur un mur existant et donc son innovation tient en un bout de litho, une sangle de serrage avec une cheville à frapper. Donc là, on a une photo et grosso modo, c'est pour vous montrer que l'idée, c'est que ça peut paraître brut à la base et ça, c'est un chantier expérimental qui a été fait avec des bénévoles. L'objectif, c'est donc de l'enduire, comme vous voyez là, et que les personnes qui l'ont fait en réinsertion soient fiers de leur travail. Une autre variante d'isolation qui a été faite, vous voyez à côté des sangles blanches qui sont prêtes à recevoir les bottes qui ont été mis en place. Donc là, c'est grosso modo, et sur cette expérimentation, il y a eu une centaine de mètres carrés de fait de cette manière-là. Donc là, je vous en montre que quelques photos, c'est les plus pertinentes. Donc ces systèmes de litho que je vous montrais avec cheville à frapper et sangle, l'idée c'est de rebotteler un mur en fait.
c'est d'appliquer cette botte contre le mur. Et il se trouve que, voilà, je vous ai parlé des règles professionnelles avant pour la construction neuve. Ces règles professionnelles ne s'appliquent pas à l'isolation thermique par l'extérieur. Donc il y a tout un travail déjà sur quelle est la technique la plus efficiente à mettre en œuvre pour gagner du temps et que ce soit efficace. Et derrière, on compte bien en écrire des normes et permettre à tout le monde de pouvoir s'en servir. Et une autre expérience, c'est un local, un bâtiment où un soubassement a été fait en béton cellulaire avec les appuis de fenêtre pour les ponts thermiques et la résistance pour la goutte d'eau. Donc vous voyez cette botte de paille qui peut suivre le mur avec les mêmes sangles, avec une tenue à l'eau au niveau du sol, une garde au sol, et on peut tout simplement venir habiller un mur. Si on a des questions tout à l'heure, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Avec toujours ce même système de fixation, de littelage et de sanglage pour pouvoir enduire directement sur la botte de paille. Voilà. J'ai énormément de choses à vous dire, mais je vais laisser Valérie venir avec les questions. Venir à toi. L'objectif, c'est qu'ici, on est un petit comité et que vous puissiez participer à cette conférence. Voilà, donc le but du jeu, tout à fait, Nicolas, c'est que vous, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais revenir sur la botte de paille, question toute simple. Pourquoi 22 cm ? Pourquoi pas 36 par 36 ? Pourquoi pas une autre dimension que ce 22 par 22 ? 22, bon, il y a un moment, il faut faire des choix dans la vie. Et du coup, la 22, ça m'arrangeait bien. Ça arrange bien la construction bois aussi. Parce que grosso modo, les charpentiers, quand ils ont un montant d'ossature en bois massif, ce montant ne dépassera jamais cette largeur-là en structurel. Donc c'est un guide pour les charpentiers de savoir s'ils peuvent utiliser toujours du bois massif en mettant de la paille entre. Voilà, simplement c'est ça. D'un autre côté, 22, il se trouve que ça suffit pour isoler, donner un complément isolant à un bâtiment. De la réglementation, elle impose, elle conseille d'être aux alentours d'une résistance thermique de 4 quand on vient isoler par l'extérieur. Et c'est ce que la botte obtient déjà sans faire d'efforts particuliers. Alors en restant justement sur cette botte de paille, on a des questions qui peuvent se poser. Les rongeurs, par exemple, font-ils des dégâts dans un mur isolé en paille ? Alors, les rongeurs font des dégâts à peu près partout. Oui, pas que dans les murs isolés en paille. Où est-ce qu'ils en font déjà ? Et à la base, bon, c'est des règles de l'art qu'il faut appliquer. Les charpentiers, ils sont habitués. À partir du moment où on fait livrer un mur hors site, qu'on le met en place, le mur est fermé. Donc typiquement, dans la solution où on va faire en atelier, il n'y a aucune raison que les rongeurs ne viennent dans l'atelier. Au moment où on met en place sur chantier, effectivement, il peut y avoir des risques, mais c'est inhérent à tous les isolants. C'est une phase où les rongeurs peuvent rentrer dedans à partir du moment où le panneau n'est pas fermé. Et finalement, il y fait que son nid. Et voilà, je crois que j'ai répondu. Et ce qui est intéressant, donc, c'est ce que tu expliquais, il y a le hors-site et le sur-site, c'est-à-dire que, enfin, sur-chantier plutôt, voilà. Et le hors-site, c'est-à-dire que toute la préparation peut se faire en amont. Voilà. Hein, on donc ça, c'est... Voilà, donc là tu as ce qu'il faut au niveau du stockage aussi et de la préparation. Il y a des ateliers, ils sont où tes ateliers ? Donc, je vous ai dit, dans le Maine-et-Loire, je suis situé entre Cholet et Saumur. D'accord. Et du coup, j'ai investi 2000 m² de bâtiment pour justement gérer le stock qui est nécessaire tout au long de l'année. Parce que la paille est un matériau saisonnier. Il stocke du carbone au moment où il pousse. Et le temps du chantier n'est pas forcément le même temps que la pousse de cette paille. Donc elle va être mature courant juillet. Et au moment de cette récolte, les partenariats que j'ai fait avec les agriculteurs, c'est de garder cette paille pour moi. Et je leur préachète cette paille pour toute l'année, pour ensuite la recompacter tout au long de l'année, décompacter, recompacter tout au long de l'année, et les faire à mesure des commandes et des besoins du bâtiment. Alors, des questions toujours pour l'instant sur le produit, hein, sur la paille à part entière. Il y a des réglementations, c'est-à-dire au niveau du côté, l'inflammabilité de cet isolant, comment ça fonctionne ? Est-ce que la paille craint aussi l'humidité, par exemple ? Comment vous arrivez à gérer tout cela et à rentrer dans des règles en vigueur, j'imagine évidemment, en termes de rénovation et de construction ?
Donc on a eu les mêmes dans ce cahier vert que tu as, que je dois encore en avoir quelques versions sur mon stand. C'est grosso modo, on a eu les mêmes essais, on a eu les mêmes caractérisations qui ont été faites sur des isolants industriels pour les bottes de paille. Et donc dans ces essais-là, on a pris en compte les histoires d'inflammabilité, les histoires d'humidité, où toute cette banque de recherche sur le matériau nous ont permis d'éditer ces règles professionnelles. Si on n'avait pas fait ça, on n'aurait jamais pu faire valider à la convention qualité construction que cet isolant valait la peine. Donc respecte les réglementations voilà. En vigueur. Et une des façons de résister au feu avec la botte de paille, en fait, elle le fait en association avec les matériaux qu'on étale dessus ou qu'on vient plaquer dessus. C'est ce qu'on demande aux isolants. On ne demande pas forcément qu'ils soient résistants au feu, on demande qu'ils soient protégés. Donc typiquement, un enduit à la chaux étalé en 4 cm sur la botte de paille lui donne la caractéristique très difficilement inflammable. Voilà. Et ensuite, au sujet de l'humidité, c'est une histoire où il va falloir analyser comment on met en œuvre la botte de paille dans le mur, et on veut absolument que chaque goutte d'eau, chaque molécule d'eau, vapeur d'eau qui sera rentrée à l'intérieur du mur puisse ressortir. Et donc ça, c'est plus dans la conception du mur que ça s'analyse. Et on va prendre du coup le mur en coupe et regarder quelles sont les qualités perspirantes, perméantes des matériaux qu'on va mettre contre pour faire les finitions. Voilà. Et comme ça, on arrive à avoir des résistances qui conviennent comme tout autre isolant. Donc après avoir parlé, je dirais, des spécificités de la paille, moi ça m'intéresse aussi d'en savoir un petit peu plus sur toi, Nicolas. Tu es revenu au bon sens paysan, j'ai envie de dire aussi. Tu es un homme de la terre. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours? Tu as dit que tu étais ingénieur au départ. Et comment a mûri cette idée de se dire mais la paille, je vais en faire quelque chose? Est-ce que tu as eu des doutes aussi dans ton parcours? Est-ce que tu as été soutenu? Voilà, là c'est après avoir parlé de la paille et de l'isolant en tant que tel. Moi je m'intéresse aussi à la personne, donc derrière comment tu as mené ce projet. C'est assez récent en plus. Oui. Alors j'ai été à l'école des mines d'Alès. J'ai fait une formation par apprentissage. On m'a à la fois inculqué les valeurs un petit peu de l'école et tout ce qui tournait autour de la structure bois et de la thermique du bâtiment. Donc ça, c'est un peu mon socle de connaissances qui m'ont fait évoluer. Comme je vous ai dit, j'étais en apprentissage dans une entreprise. Et du coup, l'entreprise que j'ai choisie, c'était une entreprise dans l'éco-construction qui faisait déjà des constructions en terre crue. Et donc, il y avait une volonté de cette entreprise de développer vers la construction neuve en bois et en paille. Donc, j'ai été chargé pendant ces années-là, au début, de faire des recherches sur les mélanges terre-paille. Et voilà, de fil en aiguille, je suis resté dans l'entreprise, je suis passé associé. Je suis passé conducteur de travaux et puis j'ai accompagné une extension de maison en bottes de paille. Et j'ai un peu mélangé, j'ai été faiseur. Voilà, je suis un homme de terrain, voilà. Et cet homme de terrain s'est posé la question, mais pourquoi on ne trouve pas de la botte de paille qu'on veut aussi bien pour s'en servir dans le bâtiment. Et comme je considère que c'est quand même un matériau naturel qui stocke du carbone et qui a les mêmes performances que les autres isolants, je trouvais ça dommage de ne pas trouver un modèle économique pour le mettre en avant. Donc j'ai été formateur à la pose de la technique botte en 36 cm. Et force est de constater que les bottes en 36, c'est souvent trop épais, il faut les mettre dans un certain sens, il faut adapter la structure bois toujours à la botte de paille, et on n'entend jamais qu'une botte de paille va être adaptée à la structure bois. Donc voilà, ce chemin faisant, j'ai été par amour obligé de me déménager dans le Maine-et-Loire. Et voilà, donc ça a été une rencontre avec la région angevine et le besoin de créer un nouveau projet. Et il se trouve que le territoire Maine-et-Loire est un territoire dynamique, riche en paille et puis riche en hommes, avec un cluster Novabile qui est très dynamique aussi, avec des acteurs autour de l'éco-construction qui ont toujours été vraiment à l'avant-garde de plein de projets. Et finalement, c'est ça aussi qui m'a porté. D'accord.
Et tu travailles avec donc les agriculteurs, c'est ce qu'on disait. Il y a aussi une idée de développer l'emploi, de développer la main-d'œuvre pour justement Oui. avoir cette paille disponible. Alors, je vous parlais À la force du poignet, il faut bien des hommes derrière pour C'est s'occuper ça. de tout ça. Ouais, aujourd'hui, je suis tout seul. J'ai prévu d'embaucher dans les mois à venir. Pour me faire accompagner, je vous parlais de la dynamique des territoires. Il y a un réseau qui est super, qui s'appelle Réseau Entreprendre. Et en fait, du coup, on amène notre business plan, on explique notre projet et on a un prêt d'honneur en face. Et à côté de ça, on se fait accompagner par des dirigeants d'entreprise. Donc, certains sont aussi au salon Artibat. Et du coup, j'ai une volonté de faire une preuve de concept autour de la potentialité de retravailler de la botte de paille en atelier à destination du bâtiment. Et c'est en passe de devenir réalité parce que mon carnet de commandes est rempli pour les 6 prochains mois et qu'il faut que je passe la seconde. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Parce qu'on a un micro qui circule si vous souhaitez poser des questions à Nicolas. Donc oui, un carnet de commandes rempli, nationalement parlant. Est-ce que tu as des ouvertures vers des pays autres que la France? Non, aujourd'hui non, mais non, ça va venir. Si, oui, voilà. Alors, j'ai des contacts avec l'étranger, mais c'est vrai que pour vous resituer un petit peu le marché de la construction paille, la France est le pays le plus avancé au niveau européen. C'est le seul pays à avoir écrit des règles professionnelles qui réglementent, comme si c'était un DTU, l'utilisation de la botte de paille pour la construction. Donc typiquement, on a l'Espagne ou l'Angleterre qui se sont inspirés de nos règles pour essayer de développer ces mêmes techniques dans leur pays. Mais comme chaque contexte économique est différent, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Et il se trouve que en termes de biosourcé, paille et avancement de projet, en France, on commence à avoir beaucoup d'avance. C'est bien, et puis moi j'ai remis dans ma tête, je vais être franche, parce que la paille, en fait, je te l'ai dit hors micro, je savais pas très bien ce que c'était finalement. Ouais. Et tu m'as réexpliqué, car moi je suis peut-être plus une fille de la ville que de la campagne, et donc tu m'as réexpliqué effectivement d'où ça venait effectivement. Alors la paille, on en cultive en France, on est le plus grand producteur de paille d'Europe. Parce qu'on a tous les terrains, enfin on a la terre, C'est ça. Ouais, et puis on est organisé pour ça. Les tracteurs vont sur des hectares et des hectares pour faire un petit topo. Donc la paille à la base, on la cultive pas, on cultive la céréale qui est au-dessus. On veut du blé pour faire du pain, pour avoir tous notre baguette à portée du boulanger. Voilà. Donc finalement, la paille, c'est un déchet qui est vu maintenant comme un coproduit parce qu'on s'en sert comme isolant. Et on en produit, donc les tonnes de blé, je ne sais pas, mais en tout cas, on a 30 millions de tonnes de produits tous les ans en France. Donc c'est assez disparate sur tout le territoire. Donc il y a des territoires qui en manquent, d'autres qui en ont trop. Et ça engendre des flux. Donc il y a beaucoup de paille qui part à l'export. Et donc cette paille, elle est cultivée sur un champ où une moissonneuse va passer pour récolter la paille, le blé qui va être battu et laisse la paille derrière elle. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que la construction en paille est née? C'est qu'il y a 150 ans, une botteleuse a été fabriquée pour compacter des brins ensemble. Voilà. Et du coup, la mécanisation après la Seconde Guerre mondiale a fait que les petites bottes de paille étaient faites directement sur champ, ont pu servir d'isolant et de technique constructive directement. Et aujourd'hui, on en est à un point où la qualité demandée à la botte de paille est tellement élevée qu'on a plutôt intérêt de passer par une entreprise comme moi qui retraite au sec toute l'année et qui fait bien attention aux différentes mesures de taux d'humidité et de densité pour se permettre de s'en servir sur des très grands projets. Parce que là, on vient par exemple en Vendée de construire un des plus grands lycées d'Europe avec 14 000 bottes de paille qui commence à être... on va s'appuyer là-dessus en région Pays de Loire pour faire toujours plus grand, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, s'en servir comme référence pour ne pas s'arrêter là avec la paille.
Donc la paille a un bel avenir devant elle et vous aussi vous avez un bel avenir devant vous, Nicolas. S'il n'y a pas de questions au niveau public, moi j'invite éventuellement à venir vous voir et plus sûrement sur votre stand. Il est 15h, on pourra faire une petite pause et se retrouver avec notre lauréat numéro 2. En tout cas, je pense que ça mérite des applaudissements nourris. Je remercie Nicolas Oudolf, Isole en paille.